Bonjour et merci de faire partie des inconditionnels d'Écho 237, la chaîne de valeur. Dans cette autre édition de l'émission Le Focus, on s'interroge sur le sort réservé aux élèves qui par centaines de milliers doivent reprendre le chemin de l'école dès demain, le 8 septembre au Cameroun. Dans un contexte où le collectif des organisations des enseignants du Cameroun brandit son mouvement de grève dès le premier jour si les revendications des enseignants ne sont pas solutionnées. Une rentrée scolaire au rythme de l'élection présidentielle à moins de 40 jours de la date fatidique, les différents candidats à la course pour le fauteuil présidentiel sont sur les starting blocks aux côtés des électeurs. Écho de la pré-campagne de certains leaders politiques dans cette émission. Un scrutin qui se déroulera sans Maurice Kamto, dont l'élimination est restée en travers de la gorge de ses sympathisants. Et l'on s'interroge au regard de l'actualité brûlante si la candidature de Maurice Kamto a-t-elle été rejetée sous le prisme tribal, comme le pense une certaine élite intellectuelle, à l'instar d'Achille Bembe, qui évoque une fixation anti-Bamileke comme une gangrène sociale au Cameroun sur laquelle surfe le régime au pouvoir pour se maintenir. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, merci pour votre fidélité à l'écoute de cette émission, le Focus sur Écho 237. Bienvenue à tous. D'abord en éducation, la rentrée scolaire 2025-2026 débute ce lundi 8 septembre au Cameroun. En plus des contraintes financières qu'impose la reprise des classes aux parents, le spectre du boycott de ce rendez-vous entre les élèves et les seigneurs de la craie plane dans l'air. Le collectif des organisations des enseignants du Cameroun, en abrégé COREC, menace de mettre en exécution son mot d'ordre de grève dès le lundi 8 septembre si le gouvernement ne prend pas en compte les revendications des enseignants. L'un des membres de ce collectif est en ligne en direct de Yaoundé. Monsieur Charles Okong, il est le président du syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres des parents. Il est en direct de Yaoundé. Monsieur Charles Okong, bonjour. Bonjour mon frère et merci de m'avoir convié à ce débat. Merci. Et bonjour à tous ceux-là qui se donnent la peine de nous suivre. Je rappelle que votre syndicat, le syndicat dont vous êtes le président, est également membre du collectif des organisations des enseignants du Cameroun, en abrégé le COREC. Il faut dire que les parents d'élèves sont inquiets quant à la nouvelle perturbation qui pourrait survenir dès l'entame de l'année scolaire qui commence cette semaine. L'on a appris que le COREC compte mettre en exécution un nouveau mot d'ordre de grève si les revendications des enseignants ne sont pas prises en compte. Pouvez-vous confirmer ou infirmer cette information? Bien entendu, l'information est exacte. Le COREC a lancé un mouvement de grève à la rentrée prochaine. Il s'agira bien entendu d'aller à l'école à la première semaine, c'est-à-dire du 8 au 12, ne pas enseigner et expliquer aux enfants, aux élèves, voilà, de quoi il s'agit, le bien fondé de notre mouvement d'humeur, leur expliquer et surtout afin qu'ils aient expliqué également aux parents. C'est ça la première phase de la grève, c'est-à-dire du 8 au 12. Maintenant, à la seconde semaine, à la deuxième semaine, voilà, il sera question de faire 3 jours d'école morte en restant à la maison tout simplement. Et à partir du 6 octobre, c'est-à-dire au lendemain de la fête de la journée internationale de l'enseignant, de nouvelles mesures seront prises en temps opportun. Si jusque-là, voilà, le gouvernement ou alors ceux qui nous gouvernent continuent d'avoir une oreille sourde à propos de nos revendications légitimes. Il faut préciser, voilà, que notre action vise tout simplement la restauration de la dignité de l'enseignant qui est, comme on peut le dire, comme on peut le constater, le principal garant du processus enseignement-apprentissage. C'est lui qui doit bien façonner ou alors essayer de donner le meilleur de lui-même pour que le processus enseignement-apprentissage puisse se passer dans de très bonnes conditions. Donc il faut restaurer la dignité de l'enseignant qui a été galvaudée jusqu'ici avec la clochardisation qu'on subit depuis de nombreuses années. Il est aussi question de restructurer l'école républicaine. Parce que les objectifs ou alors les finalités de l'éducation à ce jour
sont tout simplement en déphasage total avec nos réalités socio-culturelles. Donc voilà la visée de notre action qui n'a pas de connotation politique ou autre chose. C'est vrai que vous avez quand même commencé, vous avez entamé il y a quelques mois des concertations avec le gouvernement qui vous a promis un certain nombre de solutions par rapport à vos revendications. Où en est-on à ce jour? Oui, si vous voyez on est passé à la phase de la grève, qui est en effet la phase qui amène à la révolte lorsque toutes les solutions ont été épuisées. Vous comprendrez clairement que rien n'a été fait jusqu'ici. En fait, ce n'est que des solutions, des petites solutions qui nous ont été servies à la petite curée, des petites solutions juste pour nous calmer un peu. Or, les problèmes principaux sont restés intacts, à savoir, peut-être que vous avez prévu la question, mais je m'engage déjà à vous étaler toutes ces préoccupations, les préoccupations des enseignants, alors des syndicats d'enseignants. Voilà, il y a la tenue du Forum national de l'éducation. Vous savez que les états généraux de l'éducation sont déroulés il y a de cela belle lurette en 95, 98, etc., avec le statut particulier qui a été adopté ce jour-là. Rien n'a été refait. Les solutions des états généraux sont aujourd'hui désuètes. Elles sont obsolètes. Il faut passer à autre chose. Il faut redéfinir de nouvelles finalités de l'éducation. Il faut redéfinir les objectifs. Il faut redéfinir les programmes d'enseignement. Il faut redéfinir les méthodes d'enseignement, etc. Donc, nous voulons la tenue du Forum national d'éducation pour restructurer un peu notre système éducatif qui n'est plus en bonne concordance avec nos besoins actuels. Il y a également le statut particulier des enseignants qui n'est pas toujours signé jusqu'ici. Nous voulons qu'il soit signé. Il y a les revendications d'ordre salarial, c'est-à-dire des gens qui réclament encore des arriérés de rappel, des arriérés d'intégration, de prise en charge, des arriérés d'avancement d'échelon et autres. Donc, vous comprenez clairement qu'il y a beaucoup de choses. Il y a même la gestion des ressources humaines qui est complètement catastrophique, avec des gens qui font 20 ans, ils sont oubliés quelque part, ils demandent à être affectés ailleurs, on arrive pas à le faire. Il y a des nominations fantaisies, vous avez des nouvelles recrues qui sont nommées par-ci, par-là, alors que des plus gradés continuent de déprimer dans le même poste pendant plus de 20 ans, etc. Donc, c'est autant de choses que nous décrions et c'est pour cela que nous avons préféré projeter ce mouvement de grève, ce mouvement d'humeur pour essayer de faire parler nos préoccupations, nos problèmes, ou alors tout simplement nos revendications. Voilà, donc on va poser la question, pourquoi maintenant? Parce que le Cameroun traverse une période, ou alors vu une période électorale qui peut faire basculer le régime au pouvoir. Pourquoi ne pas attendre et formuler ces revendications lorsque le nouveau gouvernement sera par exemple connu? Parce qu'après l'élection, forcément, il y aura un nouveau gouvernement. Pour deux raisons simples. La première, c'est que nous sommes à la rentrée scolaire et le moment est propice pour attirer l'attention de nos gouvernants l'état de l'école républicaine. Il fallait donc le faire parce que c'est la rentrée scolaire et c'est le moment propice. La seconde raison, c'est que il faudrait que si jamais le gouvernement actuel est remis ou alors est réélu, ils vont trouver effectivement que c'est des problèmes qui ont déjà été posés et ils vont simplement poursuivre dans la recherche des solutions. Et si jamais le gouvernement est éjecté et que c'est un nouveau gouvernement qui arrive, ils vont également trouver les mêmes problèmes sur la table des discussions. Donc ce sera une sorte de patate chaude qui leur sera offerte comme ça lorsqu'ils arriveront. Donc nous on préfère déjà poser les problèmes afin que quel que soit le gouvernement qui arrivera, qu'il ne soit pas étranger
à nos revendications. Merci infiniment, Monsieur Charles Kung. Je rappelle, vous êtes le président du syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres de parents. Vous faites partie justement du COREC, qui est le collectif des organisations des enseignants du Cameroun. Merci d'avoir éclairé la lanterne de nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. Merci bien et bonne journée à vous. Parlons politique à présent. À 1 mois, 5 jours de l'élection présidentielle, les différents candidats à cette échéance se déploient sur le terrain de la pré-campagne. C'est le cas de l'UDC, du PCRN, de l'UMS et de l'UNDP, dont les leaders effectuent leur périple national au contact des populations, avec un passage remarqué de la candidate de l'UDC à Kribi, où elle a eu droit à un bain de foule impressionnant. Cabral Libi, quant à lui, dans une communion fraternelle avec les populations de certaines localités dans le Grand Nord, a touché du doigt les réalités que vivent ces derniers. Pendant que l'UMS et son candidat dénonçaient des manœuvres des autorités administratives visant à saboter leur meeting de pré-campagne à Mora. L'UNDP, de son côté, a vu sa demande d'autorisation de meeting à Limbe être invalidée par le sous-préfet, puis validée par le préfet. Une succession d'événements qui annonce les couleurs de ce que sera la campagne qui débute le 27 septembre prochain. Entre-temps, le navire du PCN continue de prendre de l'eau. À quelques jours de l'élection présidentielle, 8 conseillers municipaux de cette formation politique ont démissionné à Ezeka. Ces derniers dénoncent de nombreuses irrégularités observées dans la gestion des affaires de la commune d'Ezeka. Restons en politique pour questionner les déclarations d'Achille Bembe. Lors d'une interview sur RFI, l'historien politologue a laissé entendre qu'il existe un problème bamileke au Cameroun, faisant au passage une corrélation avec l'élimination de Maurice Kamto de la course pour la présidence de la République. Simple manipulation de conscience ou vérité, les Camerounais n'ont pas manqué de donner leur opinion sur la question. Écoutons plutôt. Je pense qu'il n'y a pas un problème de tribalisme au Cameroun. Mais il y a des tribus. On ne peut pas faire comme s'il n'y a pas de tribus. Il y a beaucoup de tribus. Mais on a toujours vécu tous ensemble. C'est que j'ai l'impression qu'à un moment donné, les hommes politiques veulent instrumentaliser les tribus. Les Camerounais, pour dire vrai, aspirent à une chose, voir les conditions de vie s'améliorer, voir les conditions. Si vraiment les personnes ne seraient en train de voir que tel a mis long au pouvoir, tel est bamileke, tel est... Moi je ne crois pas qu'il y a un problème. Il n'y a pas un problème de tribu au Cameroun. C'est un problème de conditions de vie qu'il faut chercher à améliorer. Le problème bamileke, ça existe au Cameroun. Hein. Ça date du colon même. Souvenez-vous, qu'il y a un colon qui avait dit que le Cameroun, à l'indépendance, avait un caillou au pied. Et ce caillou était les bamileke. Donc à partir de là, on peut penser effectivement qu'il y a un problème bamileke aujourd'hui au Cameroun. Mais il n'y a pas que le problème bamileke, il y a aussi le problème anglophone. Parce que s'il faut aller aux élections en disant qu'il faut d'abord régler ce problème bamileke, il faut dire aussi qu'on règle les problèmes anglophones. Vous savez, en 2018, après les 2018, lorsque Kamto avait dit est-ce qu'il faut passer un concours pour être bêtier au Cameroun, parce que s'il y avait ce concours, je pouvais aussi le passer. Ça veut dire que ça n'a pas de problème de tribalisme au Cameroun. Mais est-ce que quelqu'un va être fier de que parce que je suis tel, je suis fier parce que je suis tel. Parce qu'être né dans telle ou telle région, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Mais lorsqu'on observe la politique actuelle et la candidature de Maurice Kamto qui a été rejetée, lorsqu'on regarde ce rejet, ce n'est pas du droit qui a été dit. Ce n'est pas du droit. Parce que s'il fallait dire le droit, la candidature de Maurice Kamto devait être retenue. Est-ce que c'est parce qu'il est bamileke que ça... Alors maintenant, c'est quand on a rejeté que les gens ont pensé parce qu'il est bamileke. Et souvenez-vous, c'est on dit qu'un bamileke ne peut pas être président de la République au Cameroun. Donc c'est à partir de là qu'on peut dire parce qu'il est bamileke qu'on rejette.
Mais il faut aussi dépasser, hein, il faut aussi dépasser cette pensée. Et penser qu'il y a un régime qui veut rester au pouvoir. Et pour rester au pouvoir, ce régime fait tout et tout. Fait tout et tout. Même s'il faut se mettre en dehors du droit. Et ce qui s'est passé. Vous comprenez? Moi-même, j'ai souvent dit aux gens que le problème Bamileke, ce sont les gens de haut qui parlent. Au quartier, on ne connaît pas ça. Hein. Dans le bas peuple, là où nous sommes, nous, on ne connaît pas si un problème Bamileke. Nous, on ne connaît pas. Nous, on ne ressent même pas. Le mémorandum de Issa Chiroma Bakary peut-il avoir les effets escomptés? Dans une lettre ouverte et adressée au président de l'Assemblée nationale, le leader du FSNC alerte sur le délabrement du septentrion. Le candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain accuse les élites du Grand Nord d'avoir abandonné leur population, estimant qu'elles négligent leur rôle de protection et de répartition équitable des richesses nationales. Quelle est l'opportunité d'adresser une telle lettre au président de l'Assemblée nationale, militant de première heure du parti au pouvoir? Comment les Camerounais interprètent-ils cette démarche de celui qui est tout aussi comptable de la situation qu'il décrit dans le septentrion? Écoutons. Je pense que cette sortie est purement opportuniste parce que Issa Chiroma Bakary, il a par le passé été dans l'opposition. Il était d'ailleurs l'un des opposants les plus virulents au régime de Paul Biya pendant le temps qu'il était dans l'opposition. Et par la suite, il s'est retrouvé dans le gouvernement. C'est lui d'ailleurs, pendant qu'il était au gouvernement, qui faisait les louanges de Paul Biya avec une flagornerie insolente. Et je pense que le fait qu'aujourd'hui, quelques semaines après avoir quitté le gouvernement, est purement opportuniste de sa part, au regard des élections qui arrivent le 12 octobre. Donc je pense que le fait de vouloir rallier le président de l'Assemblée nationale à sa cause, c'est tout simplement une stratégie pour ratisser l'âge au sein des élites du Grand Nord. Et je crois que c'est une stratégie que les hommes politiques du Grand Nord sont en train d'adopter, à en juger par la récente, j'ai envie de dire, coalition entre M. Chiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari. Donc je pense qu'ils sont dans une optique de vouloir rassembler comme ça les élites importantes du Grand Nord en vue de cette élection présidentielle qui arrive bientôt. Personnellement, je ne suis pas convaincu par ce monsieur. Je ne pense pas du tout qu'il puisse être une alternative à Paul Biya. D'ailleurs, même tous ces anciens caciques du régime de Paul Biya, parmi tous ces anciens caciques, aucun ne m'inspire vraiment confiance. Ils ont été aux affaires pendant longtemps, que ce soit lui-même, que ce soit Bello Bouba Maïgari, et ils ont soutenu ce régime. Je crois qu'ils sont tout autant que Biya responsables de la déchéance de l'état actuel de notre pays. Donc aucun d'eux ne m'inspire confiance. On comprend bien que partout au Cameroun, ce n'est pas seulement dans le Grand Nord que la population souffre, partout on souffre. Maintenant, il faut savoir, cette lettre qu'on adresse maintenant au président de l'Assemblée, qu'est-ce que lui peut faire? Lorsqu'on se rend compte que le président de l'Assemblée est une créature du président de la République, lui ne peut qu'appliquer que la politique du président de la République. Donc pour vous dire que cette lettre n'aura aucun effet. Et à partir du moment où il est encore membre du RDPC, il ne peut faire que ce que le président lui demande de faire. Donc il est question qui doit continuer. Il parle de Issa et Chiroma à battre campagne, invitant tous les Camerounais qui veulent le changement comme lui, comme nous, parce que nous on veut le changement, de voter pour lui. Même les militants du RDPC, s'ils veulent le changement, parce que je suis convaincu que même dans le RDPC, il y en a qui veulent le changement. Ce n'est pas parce qu'il était dans le gouvernement qu'on peut donner un crédit. Même dans partout ailleurs, que ce soit en France, tu vas voir tel qui a été ministre de tel, après il démissionne, il présente sa candidature. Donc on ne peut pas le condamner parce qu'il a été ministre du gouvernement. Alors si maintenant il prend conscience de la souffrance des Camerounais et décide de démissionner, apporter son concours au changement, on doit saluer. Dans le même sillage politique, Paul Biya appelle les grands électeurs aux urnes le 30 novembre. Dans la continuité du processus de décentralisation, le président de la République a signé le 1er septembre dernier un décret convoquant le corps électoral pour le dimanche 30 novembre 2020. Ces élections régionales
Les secondes du JAR visent à renouveler les 10 conseils régionaux du pays pour un mandat de 5 ans. Une étape cruciale qui consolide la mise en place des instances locales prévues par les textes en vigueur. Contrairement à l'élection présidentielle ou législative, le scrutin pour les régionales est indirect. Le corps électoral est composé de grands électeurs, à savoir les conseillers municipaux et les chefs traditionnels. Au total, ils sont appelés à élire 900 conseillers régionaux, soit 90 par région. La loi électorale stipule qu'un quota de 20 de ces sièges est réservé aux chefs traditionnels. Une mesure visant à garantir leur représentation au sein de ces institutions. La première élection régionale, tenue le 6 décembre 2020, avait vu le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, réalisait un score impressionnant. Il avait remporté 9 des 10 conseils régionaux, ne laissant que celui de la Damawa à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. En sport, les Lions indomptables prennent une bonne option lors de la 7e journée des éliminatoires comptant pour la Coupe du Monde 2026 en s'imposant face à l'Eswatini, 3-0. Lors de la rencontre qui s'est disputée jeudi dernier au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Une victoire qui permet au Cameroun de maintenir la 2e place du groupe derrière le Cap-Vert, vainqueur de l'île Maurice lors de cette 7e journée. Le match crucial pour la qualification entre les deux équipes est prévu mardi prochain, le 9 septembre, à Praia. Mesdames et messieurs, c'est avec cette note sur l'actualité sportive que nous mettons un terme à cette autre émission, Le Focus. Merci d'avoir prêté une oreille attentive. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous invitons à continuer à liker, à commenter, à partager nos publications, mais surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt pour un autre Focus.